À 21 ans, je deviens comédien au Rideau de Bruxelles grâce à Martin Gilbert et je travaille avec donc Bernard de Coster, un des plus grands metteurs en scène en Belgique, et j'arrive à travailler dans cette pièce qui s'appelle Fantomas justement, qui est ici au donc au Rideau de Bruxelles. Et donc moi je découvre un poète que je ne connaissais absolument pas, avec des comédiens merveilleux, et je tombe en amour pour les textes de ce monsieur. Ernst Moorman, poète surréaliste belge que personne ne connaissait. Et à partir de ce moment-là, non seulement j'aime, je suis sensible à son écriture, à sa poésie. Hein, c'est lui par exemple qui disait « Une montre arrêtée donne-leur juste 2 fois par jour ». Je me souviens d'une scène où Fantomas attendait sa fiancée et il dit « Vite, éteignons, moins je consommerai d'électricité, plus vite ira le métro qui me l'amène ». Et moi je trouve ça remarquable. Et donc je commence un peu partout en Belgique à fouiller les bouquinistes. Donc tu es vraiment devenu un spécialiste de Moorman. Alors je ne sais pas si je suis un spécialiste, en tout cas je suis un adorateur de Moorman. Ah oui, bon, c'est la même chose. Voilà. Alors je t'interromps pour te dire que pendant Moorman a également fait un film qui s'appelle Fantomas, oui. Mais qui date de 1937 je crois. Je pense. Voilà. Et pendant qu'on discute, de temps en temps, je vais glisser des scènes de ce film dans notre interview. Parfait. Comme ça, on voit un petit peu le monde, l'ambiance surréaliste qu'il y a derrière ce thème. Bon, je te laisse continuer. Juste, j'ouvre aussi une petite parenthèse. Je pense qu'il y a une grande différence entre Ernst Moorman, le réalisateur, parce que c'est lui qui a réalisé ce film, et le poète. Oui. Hein, en sachant que Ernst Moorman, bien sûr, était un avocat avant toute chose. Oui. Et qu'il a eu une vie vraiment... Très agitée, et qui est mort jeune. Hein. Qui est mort, oui, à 43 ans, il est mort. Hein, et d'après ce que moi j'en sais, il est mort vraiment... mais très mal. Hein. On m'a dit qu'il se prenait pour un chien à la fin. C'est oui. ça, on m'a dit, voilà, moi c'est ce que alcoolisme, à fond. Je pense que l'alcoolisme et peut-être aussi certaines drogues ont fait que... J'ai vu le film bien sûr, je me souviens que c'était des plans fixes, effectivement. Je me souviens ça me fait penser à du Buñuel des premiers temps. Voilà, Buñuel, mais je sais que Ernst Moorman avait grande admiration pour Cocteau, il a même dédié un poème à Cocteau. Donc je pense qu'il y avait vraiment une relation assez intimiste et c'était peut-être aussi une certaine influence entre Buñuel, Cocteau, enfin tous ces budistes. C'est quelqu'un qui est tombé en pleine époque des surréalistes belges et il a fréquenté des gens comme René Magritte, comme Marcel Marien, oui. Et également dans le cinéma des gens comme Henri Storck, de Keller, etc. C'était vraiment un monde qui bouillonnait intellectuellement et qui à l'époque évidemment était superbement inconnu, peut-être Magritte un peu. Moi je pense que de tout temps la Belgique a eu du talent. Oui. La seule chose c'est comme disait Léopold II, hein, petit pays, petit esprit. Donc oui, c'est la réalité. Donc qu'est-ce qui se passe aujourd'hui en tout cas, c'est que pour être reconnu, les artistes belges doivent s'exporter. Et à l'époque je pense que ça devait être la même chose. À l'époque ça devait être même peut-être pire parce que les frontières étaient peut-être plus difficiles à passer, parce que les moyens de communication étaient moins performants qu'aujourd'hui. Et effectivement, il y avait des gens qui avaient un talent remarquable, mais personne ne connaissait, ou alors vraiment ce qu'on appelle le milieu, voilà, le milieu poétique surréaliste belge, mais qui devait être très minimaliste. Ce qui est assez étonnant, je sais pas combien, parce que bon, ça ce sont les œuvres originales hein, de Moorman, je ne sais pas combien... Une édition, est-ce que c'était 100 exemplaires, 200 exemplaires, je ne sais pas du tout. Lorsqu'on parle des cahiers, donc les cahiers du journal de poètes, donc ici les cahiers du journal des poètes, ils ont fait toute une collection que j'ai aussi à la maison d'ailleurs, mais qui représente une trentaine d'ouvrages où il n'y a pas exclusivement Ernst Moorman, il y a tous les poètes belges de l'époque. Voilà. Quand tu as joué la pièce Fantomas, tu étais Fantomas. Non. Celui qui était Fantomas était un grand acteur. C'était Marchand. Mais je pose la question aussi parce que dans le film, la personne qui joue Fantomas, qui s'appelle Jean-Michel, Jean-Michel c'est un pseudo, enfin ce sont ses prénoms, et son nom c'est Smet. Et c'est le papa de Johnny Hallyday. Et voilà, tout simplement. Voilà. Il avait 35 ans à l'époque, je crois. C'est vrai, je ne sais pas exactement, mais voilà, donc ça prouve un petit peu quand même que ces personnages-là étaient quand même très, très atypiques, parce qu'on sait bien que le papa de Johnny Hallyday a abandonné Johnny Hallyday. Oui. Voilà, donc entre le papa de Johnny Hallyday et Ernst Moorman qui ont eu des vies très chaotiques, on doit se dire que la créativité, elle n'était pas simplement naturelle, il devait y avoir des substances qui ajoutaient qui les aidaient. Des dimensions différentes.
amener l'autre dans un état de conscience différent, quoi. L'occasion aussi de rappeler que bon, c'était une sorte d'anarchiste anticlérical, comme ils étaient tous dans ce milieu surréaliste, évidemment, où c'était une rébellion constante, une remise constante en question de la bourgeoisie dominante. Hein. Ouais. Donc je reviens au film, mais le film je pense que c'est tourné en 1937. Et c'était vraiment fait avec extrêmement peu de moyens. Bien sûr. Et j'ai retrouvé, je ne sais pas où sur Internet, que le script se trouve encore à la Cinémathèque. Il y a 9 feuillets, 98 plans, et presque tous des plans fixes, donc pas de mouvement de caméra, et 35 intertitres. Et là-dedans, il y a un titre qui dit « Fantomas court le monde à la recherche de la femme qu'il aime ». Et ça se termine d'ailleurs par un carton qui dit simplement « Fin de l'épisode 280 000 ». Oui, oui. Ben voilà, ça à mon avis c'est aussi une idée surréaliste, quoi. Ben oui. C'est-à-dire on a la sensation que on a raté les autres épisodes. Il y a parfois des auteurs comme à mon avis Moorman, Van Gogh, étaient là, ils étaient en avance sur leur temps. Et donc les gens n'étaient pas prêts à accueillir leur richesse poétique ou leurs mots ou leur peinture. Mais bon, c'est terrible, quoi. Mais d'un autre côté, c'est magnifique. C'est magnifique parce que ça sous-entend que ces personnes-là, ces artistes, pas des artisans, ces artistes, ont fait ça pour eux, oui. Pas pour les autres. Oui. Ils ont fait ça pour eux, et tant mieux ceux qui les connaissent. Comme un besoin, hein. Comme une nécessité, un besoin. Oui, parce que je pense que ça devait être ils devaient être déchirés de l'intérieur. Maintenant, je voudrais peut-être, pour terminer, dire que ce qui est étonnant, c'est que, bon, quelque part, Ernst Moorman renaît un peu à cause, donc après Jacqueline, Martine Gilbert. Après Martine Gilbert, renaît maintenant avec Laurence Viel, qui est tombée en amour des textes de Moorman, et puis avec toi, ou par le plus grand des hasards, tu es un grand fan de Moorman, tu possèdes ses bouquins, tu as des... Bon, et tout ça se rejoint, c'est peut-être le moment de relancer, comme ça, par le hasard. Oui, moi je pense qu'il n'y a pas de hasard, justement. Je pense pas qu'il y a des hasards, je pense qu'il y a des moments justes. Et je pense que, voilà, si moi j'ai réagi par rapport à ton reportage, et puis que tu viens aujourd'hui ici pour filmer, c'est que c'est le moment juste. Peut-être. Et qu'on est tous animés de la même passion pour ce qui est beau. Et oui, pour ce qui est beau, pour ce qui est touchant, pour ce qui transmet des vérités et pour ce qui nous permet de méditer sur notre propre existence. « 1000 ans de la vie d'un oiseau ». Chanson. Je ne sais pas très bien qui je suis. Mes questions dans le ciel semblent indiscrètes et tout le monde a l'air si pressé ici. Pourquoi ferais-je comme eux ? Ma place est réservée dans la mort. 100 000 oiseaux volent autour de moi, qui font semblant de ne pas me voir. 100 000 oiseaux de cristal, invisibles au mal. C'est parmi les oiseaux que je me sens le plus à l'aise. Les oiseaux n'ont ni commencement, ni fin. Sans cesse, ils se posent sur ce que je dis, et ce qu'ils écrivent dans le ciel doit se lire à l'envers. Les hommes sortent des fers de leurs poches et nous arrêtent pour leurs crimes impunis. Au confluent de l'homme et de la nuit, 3 fils de fer ennemis dessinent au ciel un triangle dont les 3 angles valent ensemble 2 angles droits. Triangle au ciel, traversé de brume, permet aux oiseaux sans mémoire de se partager la nuit. Je ne sais pas très bien qui je suis, mais j'ai souvenir d'un soir d'orage où je ne pus me noyer dans la mer. Ma mère m'a pris à me teindre en bleu pour échapper aux flèches du chasseur. Je suis l'ours bleu du ciel, dans un monde où le métal est sans couleur et la musique immobile. Je ne sais pas très bien qui je suis, et je connais peu de choses. Je connais l'odeur de la terre, comme on connaît le goût d'une femme sur qui on se pose. La mort tombe de la terre, comme la pluie du ciel, entre 2 fumées. La mort est une voleuse d'oiseaux, et c'est par elle que je sais maintenant que j'étais un oiseau.